Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais avant qu'on ne commence, j'aimerais passer deux petits messages. Tout d'abord, un gros merci à TheCerto16 et à Sam, qui sont les deux dernières personnes m'ayant fait un don, et que je n'avais encore jamais remercié en vidéo, donc voilà c'est fait, merci à vous. Et autre chose, je suis actuellement en compétition avec 3 autres youtubeurs dans la catégorie Review Lité du Bordeaux Geek Festival, donc si vous estimez que je mérite de remporter ce trophée, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien dans la description et à voter pour moi. Mais sur ce, trêve de blabla, nous allons pouvoir commencer. Comme vous avez pu le comprendre grâce au titre, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la marine impériale. Cette dernière a pour devise service, allégeance, fidélité. Ce qui signifie clairement que dans la marine on obéit aux ordres et on la ramène pas trop. Le but de la marine est de dominer totalement l'espace connu. Elle exerce donc 4 types d'opérations. Le blocus des ports pour empêcher les marchandises d'atteindre un certain point, le bombardement des planètes pour anéantir des forteresses depuis l'espace, la surveillance des voies de navigation pour protéger le commerce légal de toutes sortes de pirates, et enfin le transport de troupes pour assurer le transfert de soldats d'un point A à un point B en toute sécurité. Mais maintenant attaquons-nous à l'histoire de la marine impériale. Cette dernière tire évidemment ses origines de la marine républicaine de la guerre des clones, mais la marine impériale, servant désormais un empereur conquérant et non plus un sénat parasite, celle-ci a désormais droit à de nombreux moyens qui lui permettent sans aucun doute de se constituer la plus redoutable de toutes les armadas disponibles dans la galaxie. C'est d'ailleurs grâce à ce que l'on pourrait qualifier d'impérialisation que les chantiers navals de Kuat ont pu revivre. En effet, quand d'un seul coup des milliers de destroyers ont été commandés, on peut imaginer que les dirigeants de Kuat Drive Yards ont dû avoir un sacré sourire aux lèvres. Les tout nouveaux Star Destroyers ont donc remplacé les vieux croiseurs républicains, et peu à peu le tout nouveau type de chasseur-taille s'est excessivement vite répandu, à un tel point qu'il est rapidement devenu l'emblème de la marine. Nous allons désormais nous intéresser aux hommes qui composent ce corps d'armée, et je peux vous l'indiquer tout de suite, il est assez simple de distinguer un soldat provenant de la marine d'un soldat appartenant au corps des Stormtroopers. Et oui, c'est le casque qui distingue ces deux corps d'armée. Aucun soldat de la marine ne porte de casque semblable à celui des Stormtroopers, hormis les pilotes de chasseur-taille qui sont toutefois obligés d'en porter un pour pouvoir respirer dans le cockpit de leur vaisseau. Au sein de la marine, on retrouve donc des officiers habillés d'un uniforme couleur gris et vert, et personne, hormis les grands amiraux, n'a l'autorisation de porter un uniforme de couleur blanche. Dans le canon, Rogue One met fin à cette règle car Orson Krennic porte un uniforme blanc au début du film alors que son insigne semble indiquer qu'il n'est que commandant. On trouve ensuite évidemment de l'infanterie en combinaison noire, il existe aussi les artilleurs, que l'on peut notamment apercevoir à chaque fois que l'étoile de la mort s'apprête à tirer. Pour faire fonctionner tout ça, il faut des techniciens, et évidemment que serait l'Empire sans ces talentueux pilotes de chasseur-taille. On va revenir maintenant à un point extrêmement intéressant concernant la marine impériale. Mais quels sont les principaux navires utilisés par cette force de frappe? Le plus connu d'entre eux est évidemment le destroyer stellaire. Évolution du célèbre croiseur Venator, ce navire mesure plus de 1600 mètres de long et nécessite pas moins de 37 000 hommes d'équipage. Véritable emblème de la marine, il constitue la principale force de frappe de l'Empire et on peut donc en compter des dizaines de milliers à travers toute la galaxie. À son bord, on peut trouver une vingtaine de TBTT et 6 escadres de 72 chasseurs-taille. Il ne faut pas oublier également qu'il peut transporter à son bord pas moins de 9700 soldats d'infanterie et qu'il est protégé par 2 générateurs de boucliers. Autre vaisseau extrêmement important pour la marine, mais bien moins connu, l'Interdictor. Ce vaisseau, beaucoup plus petit, est équipé d'une technologie permettant d'empêcher les vaisseaux ennemis de passer en hyperespace. Autre fleuron de la marine impériale, le Super Star Destroyer, mesurant pas moins de 19 000 mètres de long, nécessite un équipage de 280 000 hommes pour le faire fonctionner. Il dispose de 5000 batteries de turbolaser disposées le long de la coque et dans les tranchées médianes du vaisseau. Dans les projets secrets menés par la marine impériale, nous pourrions nous arrêter sur l'Eclipse qui devrait mesurer 17 500 mètres de long et être équipé d'un super laser axial capable de percer les boucliers planétaires. Et d'après les estimations, il ne faudrait pas moins de 780 000 hommes pour faire fonctionner convenablement ce navire. Parmi les chasseurs expérimentaux, le plus connu est sans aucun doute le TIE Defender. Ce chasseur est capable de voyager en hyperespace, il est muni contrairement au chasseur taille de base d'un bouclier, et ses différents canons laser placés aux extrémités de ses ailes sont extrêmement puissants, ce qui fait de lui un des chasseurs unipersonnels les plus dangereux que l'on peut rencontrer au cours d'une bataille. Passons maintenant à un dernier détail qui devrait intéresser un certain nombre d'entre vous, les grades. Au sein de la marine, on distingue 6 statuts différents. Viennent en premier les enseignes, qui est le statut d'officier le moins élevé. Ces derniers peuvent ensuite être promus en lieutenant. Ce statut englobe 3 grades différents, sous-lieutenant, premier lieutenant et lieutenant-commandant. Une fois ce stade atteint, les lieutenants peuvent être promus au rang de capitaine et commander leur propre vaisseau. Si leur carrière est une réussite, ils peuvent se voir décerner le statut d'amiral, mais encore mieux ils peuvent être nommés amiral de flotte, ce qui équivaut au statut de commandant.
Et enfin, nous arrivons au plus haut titre que peut recevoir un officier, à savoir celui de Grand Amiral. Ces derniers ne peuvent obtenir ce titre que de la main de l'empereur en personne, et ce sont les seuls officiers de la marine à porter l'uniforme blanc, qui peut parfois être accompagné d'épaulettes dorées. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris tout un tas de choses, et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!